parole à Fabrice Arfi. Fabrice Arfi, vous êtes l'un des signataires de la pétition qui, je crois, a été lancée par Élise Lucet sur la directive. Une pétition qui est très critique sur ce projet de texte. Et pourtant, comme je le disais, l'article 4 de cette proposition prévoit comme exception aux différentes mesures de protection du secret des affaires l'exception suivante: usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information. Donc ce n'est pas suffisant. Non. Voilà. La croupière taillée. Non, je vais évidemment répondre à la question. Ça ne nous a pas échappé, cet article 4 et ces derniers développements qui sont d'ailleurs la conséquence de ce qui a été appelé à mon extrême gauche la bronca. S'il n'y avait pas eu la bronca, il n'y aurait pas eu les petites avancées que vous venez de lire dans le texte, qui sont très loin d'être suffisantes. Alors pour comprendre d'où nous parlons, les journalistes, alors c'est pas le on heideggerien, mais en tout cas les gens qui peuvent se retrouver, pardon, mon téléphone, qui peuvent se retrouver dans cette bataille que nous menons contre le secret des affaires, non pas contre le secret des affaires en tant que tel, et il n'y a pas évidemment d'accusés ou de partie civile dans ce débat, il y a tout au plus une conversation, peut-être une polémique, c'est, je crois, la force du débat démocratique. Je ne me résoudrai pas à l'idée que, comme j'ai pu le comprendre à ma gauche, que, comme le disait Orwell en 1984, la force, c'est l'ignorance. Je ne crois pas. Au contraire, je préfère le bruit, je préfère le bazar, je préfère la polémique, je préfère la contradiction pour que chacun puisse se faire un avis sur une question donnée. Évidemment, pour le journalisme, et plus que la liberté d'expression, qui est parfois un terme un peu hypocrite, un mot valise, la liberté d'informer. La liberté d'expression, c'est la liberté donnée à chaque citoyen d'avoir une opinion. La liberté d'informer, c'est un peu différent. C'est la possibilité légale, institutionnelle, judiciaire, politique, laissée à une forme d'instituteurs du réel, que sont les journalistes, de pouvoir être des agents d'intranquillité. La bonne intranquillité, c'est-à-dire qui vous permet de questionner le monde qui nous entoure et d'essayer de comprendre où nous allons tous ensemble. Pour ces journalistes, pour le journalisme, pour la liberté d'informer, le secret est en soi un problème. Pas qu'il soit illégitime. Le secret défense n'est pas illégitime. Je suis pour la protection des intérêts supérieurs de la nation. Encore faut-il qu'il soit bien défini et qu'il y ait des contre-pouvoirs. Je suis pour le secret de la vie privée, bien entendu. Je suis pour le secret médical, bien entendu. Mais les questions peuvent se poser. Est-ce que la maladie d'un ancien président de la République est une information d'intérêt public ou pas? Ce sont des questions qui se règlent au cas par cas. Je suis bien entendu pour le secret des affaires. Ce n'est pas un débat qui est contre le secret des affaires. Que des entreprises se protègent de la rapacité des concurrentes, de l'espionnage d'État, ça ne me pose aucun problème en tant que tel. Il a été raillé, toujours à gauche, une forme d'esprit très français, comme ça a été dit, par rapport à l'entreprise. Alors d'abord, je veux rassurer notre contradictrice, c'est que d'abord la presse, c'est parfois aussi des entreprises, et elle aussi crée des emplois, hein, la presse. Parfois on en perd, parfois on en crée quand il y a de l'information. Et pour moi, l'esprit très français, c'est l'idée qui avait été développée dans l'esprit des lois par Montesquieu, un père de la nation, que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ça me paraît très français. Et comme sur le secret défense, dont le système de classification des classifications est anticonstitutionnel, puisque le pouvoir politique exécutif a le dernier mot sur le judiciaire, le secret des affaires ne répond pas aux canons qui sont pourtant les textes fondateurs de notre nation. Par la disposition des choses, le pouvoir n'arrête pas le pouvoir. Alors pourquoi je suis, moi, ici, là, et dans la salle, il y a Virginie Marquet, avocate et animatrice d'un collectif auquel nous participons qui s'appelle « Informer n'est pas un délit », qui a donné son titre à un livre qui vient de sortir, qui, lui, est en librairie, contrairement à celui de William Bourdon. Qui est à 17 €. Ouais. Pourquoi je suis là? Parce qu'en fait, nous nous sommes réveillés un peu tard concernant ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'amendement dans la loi Macron
sur le secret des affaires. Alors en fait, c'était pas du tout... Je vais vous raconter de manière factuelle, le plus sobre possible, j'espère, comment les choses se sont passées, et je vais bien sûr répondre à la question. Hein. Je n'esquive pas ça, mais je voudrais faire les choses de manière un peu chronologique. En réalité, contrairement à ce qu'on peut penser, le secret des affaires est arrivé en France par la fenêtre, et il revient par la porte, parce que la directive européenne est en discussion depuis 3 ans devant l'Europe. Ça fait 3 ans qu'ils discutent. Et on n'a rien vu. Nous, journalistes, on n'a rien vu venir, parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on est mal organisé, parce qu'on n'est pas structuré, et puis aussi parce que les personnes à la commission qui ont conçu le secret des affaires n'ont absolument rien à faire de la liberté d'informer. Ça ne leur a même pas effleuré l'esprit qu'on puisse discuter dans l'élaboration de cette directive pour voir ce qu'on pouvait faire ou pas ensemble. En fait, l'amendement du secret des affaires dans la loi Macron n'était pas prévu dans la loi Macron, pas du tout prévu. Il a été injecté nuitamment en commission, 2 semaines avant l'étude du texte devant l'Assemblée nationale. Je dis nuitamment puisque c'était autour de minuit que ça s'est passé, par un député qui était le porte-voix de M. Urvoas, que vous avez cité tout à l'heure, et qui prévoyait en effet un secret des affaires et un appareil de sanctions sur lequel même la directive européenne ne veut pas aller. Alors vous avez dit la directive européenne ne prend pas de sanctions pénales, mais c'est normal parce que l'Europe ne peut pas en fait prendre dans ses directives de dispositions concernant les sanctions pénales, puisqu'il y a encore la souveraineté des États en la matière. Donc dans la traduction nationale des pays européens, il pourra y avoir des sanctions pénales, mais la directive ne peut pas de fait en prévoir. Donc c'est pas que l'Europe est douce, c'est qu'elle est incapable en la matière. Quand nous avons vu cet amendement secret des affaires, c'est vrai qu'il y a eu un phénomène, je dois dire, assez rare de solidarité chez les journalistes, qui est un beau métier, mais pas toujours une belle profession. Et on s'est retrouvés pour dire, mais là, il se passe quand même de quelque chose d'assez inquiétant, la bronca, quoi. Voilà, la bronca qui est partie entre Mediapart et Cache Investigation, et puis qui s'est retrouvée, un peu comme dans le CID, on était 3000 à l'arrivée. Il se trouve que je faisais partie, avec Virginie, qui est ici, et d'autres personnes, de la petite délégation, nous étions 4 ou 5, à avoir été reçus par Emmanuel Macron pour discuter de cet amendement. Monsieur le ministre, quand nous l'avons rencontré, je crois que c'est un peu un procès, je lève la main droite et dis « je le jure », sous serment, ça s'est passé comme ça, il avait un stylo à la main et il nous a dit « bon, dites-moi comment il faut rédiger l'amendement ». Cette scène a lieu 5 jours avant l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Ça en dit long sur ce qu'est la fabrique de la loi dans notre pays. Un ministre qui demande à des personnes qui font ce que vous avez appelé du lobbying comment il faut rédiger un amendement. Bon, alors on s'est permis de dire, je dis, monsieur le ministre, c'est pas dans le huis clos de votre bureau à Bercy que nous allons, à 5 ou 6, rédiger une loi qui va avoir une conséquence sur la loi de 1881, qui va réécrire une partie de ce que peut être la loi générique sur la presse dans notre pays. Et c'est avec cette discussion-là que le ministre a, je crois, compris, et en tout cas que l'amendement a été retiré. Alors oui, c'était une vraie victoire, mais qui était une victoire très, très éphémère, puisque nous avons découvert, et que nous sommes devenus un peu spécialistes de cette question, ça n'était pas prévu, que le projet arrivait doucement, lentement, mais très sûrement devant la Commission européenne et toutes les instances européennes. Donc ça nous a donné l'occasion de discuter avec tout le monde. Tous les gens qui ont été cités, par exemple la rapporteure, Mme Constance Legris, nous l'avons rencontrée pour discuter avec elle. C'est suite à nos discussions qu'il y a les petites avancées dont vous parlez. Donc ça n'était pas du tout prévu dans le texte initial. Et je vais dire pourquoi ça ne suffit pas et pourquoi la directive en tant que telle est toujours une menace. Parce que la directive, fût-elle européenne, a, je vous rejoins, quelque chose de très français. C'est-à-dire qu'à main gauche, on nous dit qu'il y a une règle fondamentale, et puis à main droite, on crée toutes les dérogations qui vont pouvoir la violer. C'est ce qu'on connaît, par exemple, nous, vous voyez, on aime le secret, nous, le secret des sources. On n'est pas contre le secret. La loi, ça a été dit par William Bourdon, en France, sur le secret des sources, est ridicule. Elle est ridicule, la loi du 4 janvier 2010. Elle nous dit le secret des sources est impératif et fondamental dans une démocratie, parce que la CEDH nous le dit.
Mais elle dit, de l'autre côté, qu'on peut violer le secret des sources s'il y a, vous connaissez ça par cœur, un impératif prépondérant d'intérêt public à le faire. Mais c'est quoi un impératif prépondérant d'intérêt public ? Ce concept flou mis entre les mains de n'importe qui, ça donne quoi quand nous allons révéler des affaires de corruption qui font susceptibles de faire tomber un gouvernement? Est-ce que ça ne serait pas un impératif prépondérant d'intérêt public de violer nos sources? Le secret des affaires, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on dit d'un côté, on protège la liberté d'expression, mais ça n'est qu'une incantation. Ça n'est qu'une incantation parce que, encore une fois, ça n'a pas traversé les concepteurs, ça n'a pas traversé l'esprit des concepteurs de cette directive. Une seule seconde de discuter avec la presse, avec les journalistes, concernant ce texte, si nous ne nous étions pas manifestés en catastrophe. Alors pourquoi ça nous pose problème? Parce que, premièrement, la définition du secret des affaires, vous l'avez revendiquée, est floue. Ah mais moi, ça ne me va pas du tout. Pour moi, la loi doit être précise. Il faut que les choses s'énoncent clairement. Il faut qu'on mette noir sur blanc ce que c'est le secret des affaires. C'est de la dentelle, la loi. Ce n'est pas du flou. La jurisprudence, c'est du tir de précision. Pour moi, ça n'est pas concevable qu'on laisse des marges à des esprits mal tournés pour pouvoir, derrière la vertu éventuelle d'un texte, procéder à l'abaissement de certaines libertés que vous avez raillées un peu, la liberté d'informer, la liberté d'expression. Mais vous savez, c'est consacré par les Nations Unies, c'est consacré par notre Constitution, c'est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est important, c'est important. Vous avez parlé de la vitalité des entreprises, et vous avez raison, de la vitalité de l'emploi, et vous avez raison. La vitalité de la démocratie, du droit de savoir des citoyens, c'est aussi important. C'est très important. La définition est floue et ne protège pas les journalistes. Donc on ne dit pas clairement que le secret des affaires, en tout cas sa violation, c'est si on cherche un but commercial, par exemple, pour faire un bénéfice commercial. Si on écrivait ça dans la définition, c'est-à-dire que la violation du secret des affaires, c'est celui qui, dans un but commercial, agit de manière illicite. Bon, bah déjà, ça exclut de fait les journalistes. On ne fait pas ça dans un but commercial, on fait ça dans un but d'informer. Nous l'avons dit à Constance Legris. Constance Legris n'a pas voulu intégrer ça dans la loi. La deuxième chose, c'est un peu comme le secret défense d'ailleurs, qui classifie. Le secret défense le secret des affaires est vraiment pour moi au monde économique ce que le secret défense est aux affaires militaires. C'est le problème de classification. Qui classifie ce qui est secret des affaires? Les entreprises elles-mêmes. Alors, je vais outrer mon propos, évidemment, mais si une entreprise décide de nous dire que l'eau qui bout à 100 degrés, c'est secret des affaires, ben, elle le peut. Bon, j'outre mon propos, je vois bien que j'ai bien conscience que... Bon. Mais ça veut dire que nous n'avons aucun référent en la matière. C'est-à-dire que celui qui classifie, c'est elle. Donc si une entreprise décide de classifier le maximum de choses sur le secret des affaires, et si elle avait par exemple décidé de classifier secret des affaires toutes les tax rulings du cabinet PricewaterhouseCoopers dans l'affaire LuxLeaks, dont les seules personnes inquiétées dans cette affaire, parler de violence, les seules personnes inquiétées, c'est celui qui a osé dénoncer cette affaire, Antoine Deltour, et le journaliste Édouard Perrin qui risque la prison ferme au Luxembourg, concernant des protocoles d'optimisation fiscale qui ont été signés à l'époque où le Premier ministre du Luxembourg, M. Juncker, est aujourd'hui le président de la Commission européenne. Hein? Donc l'esprit de l'opacité est très haut dans l'institution. Très haut dans l'institution. Bon. Donc c'est un problème que celui qui classifie, ce soit les entreprises elles-mêmes. Ensuite, vous avez parlé des journalistes. Hein, l'article 4 sur les journalistes. Bon. Alors, il y a ce débat sur le mot, non pas légal, mais légitime. L'information légitime. Alors, nous, on avait dit à Constance Legris, mais pourquoi vous mettez légitime? Enlevez le mot, dans le cadre de l'information du public. Pourquoi il y a ce besoin de mettre légitime? Moi, vraiment, je pense que toujours le diable est dans le détail. et elle ne voulait pas. Bon. Moi, si on met légitime, j'ai tendance à penser que ça veut dire qu'il y a une information qui est illégitime. Ben oui, mais alors c'est laquelle? Bon. Alors, c'est un peu détaillé après. Si on révèle des mauvaises conduites, des fautes, des malversations ou des actes illégaux. Mais qui décide que c'est une faute? Qui décide que c'est une malversation? Qui décide que c'est un acte illégal? Ça n'a pas été jugé comme tel puisque ça n'était pas connu avant. C'est totalement, encore une fois, orwellien comme situation. Qui va nous dire ce que vous révélez, ce que vous avez entre les mains? Qui sommes-nous pour dire c'est un acte illégal? Il n'y a aucune autorité de la chose jugée.
Donc, c'est-à-dire qu'on crée des conditions qui sont des conditions, en fait, inopérantes. La suite, je vais vous expliquer concrètement comment ça va se passer si ça passe, cette directive du secret des affaires, dans la pratique de notre métier. Nous, quand on fait une enquête, on essaye de la documenter avec des éléments provenant de fait, parfois, des entreprises, et avant de diffuser, de publier, parce qu'il y a le respect du contradictoire qui fait partie de l'enquête sérieuse, qui fait partie des critères de la diffamation, qui est notre loi et qui doit être notre seule loi, notre seule déontologie pénale, qui ne doit jamais être contournée, parce que le droit de la presse est trop souvent contourné pour, entre guillemets, criminaliser le journalisme et autoriser légalement la violation du secret des sources. C'est une loi magnifique, la loi de 1881, et c'est pas pour rien qu'il a fallu 90 ans après la Révolution française pour qu'elle soit votée 444 voix contre 4, 444 pour 4 à l'époque, en 1881. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des majorités parlementaires que les citoyens ne peuvent pas interroger leur représentation nationale, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors comment ça se passe dans le respect du contradictoire? Alors, imaginez que moi j'enquête sur, je sais pas, des commissions occultes, sur des ventes d'armes, d'une entreprise d'État ou d'une entreprise privée, peu importe. Avant de diffuser, je vais aller voir les personnes concernées. Je vais aller voir l'entreprise. Je vais aller voir, imaginons, la direction des constructions navales, ou Thales. Bon. Dans le cadre du contradictoire, je vais interroger la personne. Et puis je vais lui dire, mais il y a des documents. Et là, la personne va me dire, stop. On arrête l'interview, monsieur. Ce document, c'est secret des affaires. Donc je fais un référé, immédiatement. Et on va demander donc au juge d'être le rédacteur en chef de la nation, avant même que les informations soient publiées. Et ça, c'est inacceptable. Nous répondons, et nous devons répondre devant la loi de ce que nous écrivons, mais une fois que c'est publié, pas avant que ce soit publié. Sinon, la force, c'est l'ignorance. Et on ne peut pas, avec des définitions aussi floues, une classification, déclassification aux seules mains des entreprises, laisser à un juge des référés de décider si oui ou non on publie avant même d'avoir publié. C'est pas ça le débat démocratique, c'est pas ça la conversation. Nous, encore une fois, notre loi c'est 1880, c'est la diffamation. Donc, ce secret des affaires tel qu'il est conçu est une violation des concepts fondamentaux de la liberté d'informer, qui n'est pas un privilège de journalistes, de petits lobbies prévaricateurs sur le terrain de je ne sais quoi. Les journalistes, on n'est rien, nous. Mais rien, on est juste des passeurs pour les citoyens. C'est-à-dire que quand on empêche une information d'intérêt public d'être sur la place, c'est un vol. C'est un vol aux citoyens. Alors c'est un braquage sans violence, c'est un braquage symbolique, culturel, mais on vole quelque chose. Bon. Sur ce qu'a dit William, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est un peu la même chose. Alors on parle beaucoup des lanceurs d'alerte, et on a raison. Moi, je préfère parler des sources. Parce qu'un lanceur d'alerte, c'est une source qui s'assume, en quelque sorte, publiquement. Mais toutes ne s'assument pas. Vous avez parlé de violence. Vous savez, dans les affaires, par exemple, bancaires, celles qui sont violentées, ce sont les sources. Elles perdent leur travail, parfois leur famille, parfois leur santé. Et j'en connais plusieurs. Qui ont fait quoi? Leur boulot de citoyen. C'est aussi un métier, citoyen. Révéler qu'une banque participait à l'appauvrissement de la nation, le vôtre d'ailleurs, le vôtre, en organisant des schémas de fraude fiscale qui échappent au budget de la nation, aux crèches de vos enfants, aux hôpitaux quand vous êtes blessés, à tout ça. Une certaine idée de la société organisée. La violence, je la vois plutôt là. Parfois, ces sources s'assument publiquement. Dans l'affaire UBS, William Bourdon, Apolline Cagnat les connaissent bien, Nicolas Forissier, Stéphanie Gibault. Parfois, on ne les connaît pas, parce qu'ils ne veulent pas s'assumer, parce qu'on peut comprendre, et puis on n'est pas dans le secret des âmes, les gens font comme ils peuvent, comme ils veulent. Les sources ne sont pas protégées dans la directive. Alors dire, d'un côté, ce qui est très français et qui devient très européen, oui, on protège la liberté d'expression, on protège les journalistes, mais on fait tout pour qu'il n'ait pas de source. Alors la première affirmation n'avait aucun sens. Un journaliste sans source, ça n'est pas de journalisme. Et ça, la loi ne protège pas les salariés, ne protège pas les sources. Bon. Est-ce que, je vais même un peu plus loin,
comme notre boulot consiste en partie à avoir l'esprit mal tourné, est-ce qu'on pourrait considérer que le secret des affaires serait un impératif prépondérant d'intérêt public ? En tout cas, rien ne dit que ça ne pourrait pas l'être. Donc il y a une inadéquation parfaite entre les textes de loi. C'est ce que nous avons plaidé notamment auprès du gouvernement. En l'état, si nous avons une directive européenne traduite en législation nationale avec un secret des sources tel qu'il est depuis la loi du 4 janvier 2010, en théorie, mais quand c'est en théorie, ça veut dire que ça peut être en pratique, quelqu'un pourrait considérer que le secret des affaires est un impératif prépondérant d'intérêt public. Donc ça veut dire que ce qu'a fait Édouard Perrin dans LuxLeaks, ce que nous avons fait dans l'affaire dite du volet financier de Karachi, sur Bolloré, sur tant et tant d'autres, ne serait pas connu du public. Moi, je ne veux pas de ce monde-là. Et donc, on est dans cette... je vais citer un auteur libéral, Tocqueville. La règle est dure, mais la pratique est molle. Et nous sommes exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on est dans l'incantation. Oui, de toute façon, vous n'entendrez jamais personne vous dire « moi, j'aime pas la liberté d'expression, moi, je suis contre les journalistes ». Ça n'existe pas. Mais moi, je ne veux pas du déclaratif. Ça ne m'intéresse pas, le déclaratif. Je veux des mots simples dans des textes de loi, noir sur blanc, et on en répond. Je ne demande pas l'irresponsabilité. Nous avons à répondre de nos écrits devant la loi, évidemment, mais à condition que ce soit cadré, que ce soit loyal, que ce ne soit pas insidieux comme l'époque. Sinon, c'est tout un esprit, tout un appareil, un écosystème de nouvelles censures que nous mettons en place. Et nous voyons bien qu'on pourra faire avec le secret des affaires ce qu'on fait avec le secret défense. Qu'on utilise le secret défense pour protéger les tirs petites qui n'ont rien à voir avec l'intérêt supérieur de la nation. Confère l'affaire des frégates de Taïwan, confère l'affaire Karachi. Voilà. Bon, et j'en ai terminé. Moi, j'aimerais que vis-à-vis de la défense des intérêts, je considère que la liberté d'informer est un intérêt et qu'on durcit la loi pour la liberté. Et j'en terminerai par là. Un exemple, le secret des sources, je l'ai dit tout à l'heure, on dit qu'il ne faut pas le violer, mais vous le savez, si vous le violez, ce n'est pas un délit. Ça n'est pas un délit de violer le secret des sources. Et pourtant, on n'a pas le droit de le faire. Gérard Davet a réussi à faire condamner un ancien responsable des services secrets intérieurs français, M. Squarcini, non pas au titre de la violation de la loi du 4 janvier 2010, c'était au titre de la violation de la correspondance. Voilà. Donc c'est tout un écosystème que nous avons à rebâtir, et je veux bien le faire main dans la main avec vous, sans procès.